Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît, pour ceux qui éventuellement ne l'auraient pas encore fait. Merci d'être là pour cette journée commémorative de la rafle des Juifs de Tunis. Nous avons commencé ce matin par une cérémonie commémorant le 75e anniversaire de ce triste événement. Et il nous semblait véritablement important, puisque c'est le 75e anniversaire, donc une date symbolique, d'autant plus que cette année, vous savez que la cérémonie a lieu toujours le dimanche le plus proche du 9 décembre. Aujourd'hui, c'est le 10, donc une journée dont M. Nataf nous parlera également, puisque les événements ont duré finalement 2 jours plutôt qu'un. Et nous sommes très heureux, nous remercions véritablement le Mémorial de la Shoah, son directeur Jacques Fredge et Madame Pauline Dubuisson de nous avoir donné l'opportunité, comme nous l'avons fait régulièrement, d'avoir également la possibilité l'après-midi d'avoir des parties un peu plus historiques que la cérémonie commémorative. Vous vous en souvenez pour certains d'entre vous, nous avons diffusé des films, nous avons eu des débats d'historiens. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux, c'était vraiment un choix extrêmement important et fort de notre part d'avoir pour ce 75e anniversaire une conférence consacrée véritablement à la journée du 9 décembre 1942. C'était un point qui nous tenait particulièrement à cœur à la Société d'histoire des Juifs de Tunisie et d'Afrique du Nord. Et je suis véritablement très reconnaissant, M. Claude Nataf, d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui. Monsieur Claude Nataf est à la fois le président d'honneur de la Société d'Histoire, son fondateur, également, même si il me le reprochera ensuite de vous l'avoir dit, le meilleur connaisseur, le meilleur historien, non seulement sur l'histoire des Juifs de Tunisie et d'Afrique du Nord, mais particulièrement sur cette période. Et il était donc très important pour nous que ce soit lui qui fasse cette conférence aujourd'hui. Je le vois avec les 3 ouvrages devant lui. La Société d'Histoire, grâce à lui, a favorisé la recherche sur ce pan méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à travers les commémorations, à travers l'encouragement aux historiens, ce que Claude Nataf a toujours fait, et en plus par la production, les publications de textes qui avaient été écrits à l'époque ou juste après la Seconde Guerre mondiale ou des témoignages postérieurs. 3 ouvrages de Paul Guez, Robert Borgel et enfin un assemblage de témoignages qui ont été publiés sous la direction de Claude Nataf et qui ont véritablement marqué une époque historiographique. Nous en savons désormais beaucoup plus grâce à cet immense travail. Donc merci à vous, Claude Nataf, pour toute cette œuvre qui se poursuit pour notre plus grande chance. Et je vous laisse sans plus tarder la parole. Merci. N'applaudissez pas, parce qu'après le portrait flatteur d'Ariel Danan sur moi, je me demande si vous applaudirez lorsque vous m'aurez entendu et si vous ratifierez les compliments qu'il m'a trop forcés, qu'il m'a adressés. Il y a 20 ans, très exactement, nous avions créé la Société d'histoire des Juifs de Tunisie avec le regretté Jacques Taïeb, quelques mois auparavant. Et il y a 20 ans, nous avions décidé que la première manifestation de notre société serait une rencontre, un symposium, sur cet aspect méconnu de l'histoire des Juifs de Tunisie, qui était la période de Vichy et de l'occupation allemande. Et nous avions organisé cette rencontre dans les locaux du Sénat, que notre jeune société avait réussi à obtenir grâce à un réseau de relations. C'était encore le temps des témoins, et j'évoquerai ici la mémoire de 2 personnes qui avaient parlé, de mémoire bénie, Jacques Krief, dont la fille est ici présente, avocat, qui, alors tout jeune avocat en 1942,
alors que son père était otage, n'avait pas hésité à réunir un groupe de 50 jeunes gens appartenant aux familles les plus fortunées de Tunis et qui s'étaient portés volontaires pour le camp le plus difficile, celui de Bizerte. Et Robert Belaïch, qui était un instituteur, qui avait dirigé, un jeune instituteur qui avait 23 ans, qui avait dirigé à la demande de la communauté les camps de travail qui se trouvaient dans la zone italienne. Et nous avions loué au Sénat une salle de 150 à 200 places. Et la salle était pleine et nous avions dû refuser plus de 200 personnes. Preuve qu'il y avait une demande de connaissance de ces événements que la communauté juive de Tunisie avait occulté à partir de 1945, car elle avait éprouvé une sorte de pudeur à parler de ses souffrances face aux souffrances beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus dures, beaucoup plus extrêmes qu'avait connu le judaïsme européen. Alors, même si le judaïsme tunisien avait eu centaines de victimes, on en parlait peu, parce que, avec ce qu'on savait du judaïsme d'Europe, on estimait qu'il fallait quand même raison garder. Aujourd'hui, les témoins ont presque tous disparu. Il y en avait un ce matin qui était là. M. Smadja, je l'ai reconnu. Et son récit, d'ailleurs, se trouve dans cet ouvrage. Je vais vous parler beaucoup moins en historien, malgré ce qu'a dit Ariel Danan, qu'en homme arrivé aujourd'hui au couchant de ma vie, qui a assisté enfant à Tunis jusqu'en 1960 à toutes les cérémonies commémoratives de la rafle qui se déroulaient alors à la synagogue de la rue de la Loire. J'ai encore en mémoire les échanges entre le président de la communauté d'alors, Moïse Borgel, et mon oncle, lui était mon oncle, mon grand-oncle, et mon grand-père, Elie Nataf. Et ils se voyaient presque tous les jours. Et lorsque j'assistais à leur rencontre autour d'un café, invariablement revenaient ces mots. Et tu te souviens, le 9 décembre à 5 heures du matin, et tu te souviens quand tu es allé là, et nous sommes allés là, et les Allemands sont arrivés. J'ai enregistré beaucoup de choses. Et puis, lorsque, devenu historien, je suis plongé dans les archives, j'ai trouvé beaucoup de correspondance avec ce que j'avais entendu. C'est donc beaucoup plus un exposé fait de souvenirs, d'anecdotes et de recherches, quand même, plus qu'une conférence doctorale que je vous livrerai. La Tunisie, vous le savez, était un protectorat français. Elle était gouvernée par un bey, souverain. Mais si la France ne régnait pas, en fait, elle gouvernait. Et les lois de Vichy, l'infâme statut des Juifs, a été appliquée en Tunisie, avec sans doute moins de rigueur, un peu plus de dérogation, en raison de la personnalité du résident général, qui était un profond catholique, en raison aussi du rôle que la communauté juive jouait en Tunisie, qui était quand même indispensable à l'autorité française, car elle servait de truchement entre la puissance coloniale et les Tunisiens. Mais le statut des Juifs avait conduit
en Tunisie beaucoup de malheurs. Les avocats étaient interdits de plaider, les médecins étaient interdits de soigner, les étudiants étaient interdits d'étudier, et chaque jour, à partir de 1941 et du voyage de Xavier Vallat, amenait un nouveau cortège d'interdictions. Et la communauté juive s'est trouvée confrontée à un fait nouveau. Je rappelle que c'est la communauté juive comportait des élites, certes, mais comportait une grande masse prolétarienne, vivant dans des conditions excessivement difficiles. Et en 1934, sur 70 000 personnes recensées comme juives en Tunisie, 40 000 étaient à la charge de la communauté. Entre ceux qui avaient des secours hebdomadaires, ceux qui avaient des secours pour les fêtes et ceux qui avaient des secours épisodiquement, c'est-à-dire que 30 000 membres de la bourgeoisie portaient 70 000 personnes en réalité. Et c'est un nouveau paupérisme que crée la guerre, puisque ces intellectuels qui ne peuvent plus exercer leur profession, ces fonctionnaires, grands et petits, qui sont renvoyés de la fonction publique, il faut les aider. Alors la solidarité familiale, bien sûr, on retrouve un avocat qui regagne le magasin de son frère et qui devient vendeur ou qui devient caissier, un étudiant qui devient un garçon de café. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas même trouver cette solidarité familiale et la communauté doit consacrer aussi des ressources à aider cette catégorie de nouveaux pauvres engendrés par la guerre. La communauté est présidée à l'époque par M. Moïse Borgel, que j'ai cité. Il était haut fonctionnaire de la trésorerie générale, en retraite. Son grand-père était le grand rabbin Eliaou Borgel, dont le nom a été donné au village où est abrité le cimetière dans lequel il est inhumé. Ce n'est pas le cimetière qui s'appelle Borgel, contrairement à une opinion répandue. C'est le lieu dit, qui autrefois était un village. Maintenant, c'est agglutiné à Tunis, c'est aggloméré à Tunis. Mais si vous allez en face du cimetière, vous avez la station de bus et vous voyez Borgel. C'est le village qui a été nommé Borgel parce qu'il était inhumé dans ce cimetière. Donc Moïse Borgel est par tradition familiale un haut responsable de la communauté. Mais à l'époque, il a plus de 70 ans. Et je voudrais reprendre ici, sur Internet, il y a un chercheur, enfin un ancien instituteur devenu chercheur, qui dit oui, on dit que M. Moïse Borgel était un vieillard à 70 ans, on n'est pas un vieillard. Bon. Alors aujourd'hui, je dirais qu'ayant dépassé cet âge, je ne pense pas être un vieillard. Bon. Mais en 1940, à 70 ans, on était vraiment un vieillard. L'espérance de vie, quand on avait vécu jusqu'à 70 ans, c'était très bien. Donc c'est M. Moïse Borgel qui est à la tête de la communauté. Et les Juifs de Tunisie sont toujours optimistes. Bon, il y a des difficultés. On a des interdictions professionnelles. Il faut se serrer la ceinture. Il y a une entraide, il y a une solidarité. Mais après tout, c'est un moment à passer. On est persuadé que la victoire de la France avec celle de ses alliés, reviendra. On est persuadé que ce n'est pas la France qui a pris toutes ces mesures, c'est sous la pression allemande. On écoute Radio Londres, on écoute le général de Gaulle. Et la situation est telle d'ailleurs que, contrairement à l'Algérie, où les Français d'Algérie sont pétainistes, les Français de Tunisie sont gaullistes. Parce qu'ils craignent, quoi? La menace italienne. Si la France perd la guerre, la Tunisie deviendra italienne et nous partirons, nous perdrons nos biens. Donc les Français de Tunisie, même s'ils ne sont pas philosémites, sont anti-allemands, anti-italiens et écoutent Radio Londres. Donc il y a une situation assez particulière à la Tunisie. L'archevêque de Carthage, Monseigneur Gounod, a fait une déclaration qu'il a publiée dans la Tunisie catholique. Les Juifs sont des hommes
Jésus-Christ, notre divin modèle, était juif. Marie, sa mère, la plus sainte des créatures, était juive. Et je connais beaucoup de leurs coreligionnaires, des coreligionnaires de Jésus, qui sont bien meilleurs que des chrétiens d'aujourd'hui et bien plus charitables que des chrétiens d'ici. Donc il a mis ses paroissiens en garde contre tout antisémitisme. Donc cela rassure la communauté. Bon, il y a un mauvais moment à passer. Et puis arrive le mois de novembre 1942. Le 8 novembre 1942, les Américains débarquent, les Anglo-Américains débarquent en Algérie et au Maroc. Pourquoi les Américains débarquent-ils? Il suffit de prendre une carte de géographie pour le comprendre. En Libye, il y a une lutte entre l'armée de Rommel, l'Africa Corps, et la 8e armée britannique de Montgomery et la première division française libre de Koenig, qui viennent d'Afrique, qui se livrent à un combat désespéré et dans lequel Rommel, qui avait au début pris l'avantage, est en perte de vitesse. Et Rommel va vraisemblablement, bon général qu'il est, replier ses troupes sur la Tunisie et s'asseoir en Tunisie sur des positions solides. À ce moment-là, s'il tient la Tunisie, il tient Bizerte. Les Italiens traînent Trapani et les Allemands qui sont en France tiennent Toulon. Donc à ce moment-là, la route des convois qui partent d'Égypte ou des Indes pour ravitailler l'Angleterre en matière première est complètement coupée. La route maritime est complètement coupée par ces forces maritimes et évidemment d'artillerie qui seraient dans les 3 ports. Donc les Américains disent Rommel va refluer, il faut empêcher Rommel de refluer en Tunisie, il faut débarquer en Afrique du Nord et prendre Rommel de vitesse et le prendre au contraire en sandwich entre nous, venus d'Algérie, et les troupes de Montgomery et la première DFL qui arrivent de Libye. Donc les Américains débarquent en Algérie. Et on pense qu'ils vont vite, très vite arriver en Tunisie. C'est la joie, c'est la liesse. Mais au lieu des Américains qui sont retardés, arrivent à l'aérodrome de la Ouina le 10 novembre. Retenez bien la date. Le 10 novembre 1942, à El Aouina, il a des avions allemands qui atterrissent avec l'agrément, l'accord, l'autorisation, la complicité du gouvernement de Vichy. Les Allemands ne sont pas arrivés le 8 novembre, ils ne sont pas arrivés le 9 novembre, ils arrivent le 10 novembre. Mais ils ne sortent pas de la Ouina. Parce que le général Barré, qui commande les troupes françaises en Tunisie, pense que ça y est, c'est le moment de la revanche, on va se battre contre les Allemands. Il attend les Américains. Mais il sait qu'il a une division qui n'est pas très armée. Donc il replie ses troupes sur Medjez el-Bab en attendant les Américains. Et il dresse autour de l'aéroport de la Ouina un cordon de troupes par le 4e régiment de chasseurs d'Afrique, qui est le seul régiment blindé qui existe en Tunisie. Donc les Allemands ne sortent pas de la Ouina. Ils continuent de débarquer, mais ils ne sortent pas de la Ouina parce qu'ils ne veulent pas un affrontement avec les troupes du général Barré. Le général Barré ne veut pas d'affrontement avec les Allemands. Et puis lorsqu'il voit qu'il s'est bien accroché à la dorsale tunisienne du côté de Medjez el-Bab, qui va pouvoir tendre la main aux Américains, il retire les troupes qui étaient en face de la Ouina, qui rejoignent leurs camarades à Medjez el-Bab. Donc les Allemands n'ont plus en face d'eux un cordon sanitaire, et ils pénètrent dans Tunis le 14 novembre 1942. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Parce que les Américains qu'on croyait là ne sont pas là. Les troupes françaises sont parties. On a mobilisé quelques personnes, dont des juifs français d'ailleurs, des officiers qui ont été mobilisés. Et puis les Allemands sont là. Et les Allemands, on sait ce que ça veut dire dans la population juive. Et Robert Borgel décrit un peu l'ambiance. Des bruits déprimants. Voilà, les Allemands continuent d'arriver. Vers 11h30 sur l'avenue Jules Ferry,
on assiste régulièrement à un carrousel de voitures blindées. Des bruits déprimants circulent. Les Allemands vont s'occuper des Juifs. Otages, camps de concentration, réalité qui paraissait lointaine sur notre terre tunisienne. Une égale anxiété amènera à se rencontrer sur l'avenue dans l'après-midi ces membres de la communauté, l'oncle et le neveu. L'un président en exercice, Moïse Borgel, l'autre qui le fut pendant 4 années, Elie Nataf. Tous deux ont eu la même pensée. Un souvenir les oppresse, celui du cher cousin arrêté par la Gestapo alors qu'il cherchait à fuir la zone occupée, emmené jusqu'au camp de Drancy. Puis de là en Pologne. Les Allemands s'installent, il faut envisager le pire. S'attendre à souffrir soi-même, à payer de sa personne pour la collectivité. Prendre des dispositions, mettre de l'ordre chez soi et attendre. Certains ont conseillé de fuir. Il s'agit de personnalités arabes, dont Mehmet Schnik, Premier ministre, qui a conseillé aux dirigeants de la communauté de se cacher, de prendre le large. La chose serait aisée, les abris provisoires ne manqueraient pas. Mais il ne peut guère en être question. Les fonctions, même celles qu'on n'a pas sollicitées, imposent des devoirs. Un chef de communauté ne peut pas s'absenter. Et effectivement, les Allemands vont s'occuper des Juifs. 14 novembre, ils arrivent. Au début, ils réquisitionnent des belles villas du Belvédère, et notamment les villas, et surtout les villas appartenant à des Juifs. Ils réquisitionnent des appartements, surtout des appartements appartenant à des Juifs. Et puis, le 23 novembre au soir, ils arrêtent à son domicile le président de la communauté, M. Borgel. Comme son gendre, qui n'a aucune fonction communautaire, est auprès de lui, ils l'arrêtent également. Ils arrêtent l'ancien président, prédécesseur, maître Félix Samama. Comme son beau-frère, M. Galula, est auprès de lui, ils l'arrêtent également. Ils arrêtent un membre de la communauté livournaise, M. Citanova, qui est par ailleurs un dignitaire de la franc-maçonnerie, et ils se rendent chez maître Albert Bessis, qui est une personnalité politique, délégué juif au Grand Conseil de la Tunisie, mais qui a pris le large avant et qui a quitté son appartement et qui s'est caché dans une demeure sûre. Alors bien sûr, l'anxiété, tout se sait très vite, la population juive est affolée, on a arrêté le président de la communauté, on a arrêté des personnalités. Pendant 4 jours, M. Borgel est soumis à un régime d'interrogatoire non seulement violent, mais on le remet en cellule, on le rappelle, il commence à s'endormir, on le rappelle, on lui dit « ça y est, allez vous coucher », il va se coucher, on le réveille en pleine nuit, et on l'interroge. Il a la surprise de constater que les Allemands sont d'abord très bien renseignés sur la population juive. Ils ont des listes, ils connaissent les fortunes juives, ils ont des listes de personnalités, mais ils l'interrogent surtout. Quels sont vos rapports avec les Français? Quels sont vos rapports avec les musulmans? Qu'est-ce que sont vos rapports avec les communistes? Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et puis surtout, le grand reproche, vous les Juifs, vous êtes tous gaullistes. Alors, comme raconte M. Robert Borgel, son fils, M. Borgel ne veut pas dire non, parce que c'est une réalité. Mais d'un autre côté, avec cette habitude bien juive de répondre à une question par une autre question, il leur dit « vous croyez ?» Et bon, il essaye de temporiser. Nous, les Juifs, nous ne faisons pas de politique, nous sommes bien avec tout le monde, etc. Pendant ce temps, pendant qu'il est soumis à ce régime, la communauté agit. Elle mobilise les autorités, le B, le résident général, et il y a des démarches très vigoureuses de ces hautes personnalités auprès des autorités allemandes. Et notamment, le résident général, là, ne se dégonfle pas. Il fait une lettre où il estime « vous occupez la Tunisie, mais le responsable de l'ordre, c'est moi. Je proteste contre l'arrestation du président de la communauté juive et des personnalités juives. J'exige qu'il soit libéré immédiatement. » Et les Allemands sont très surpris parce qu'ils envisageaient de fusiller ces personnalités. Le but était de sensibiliser
la population à l'ordre allemand. Or, voyant qu'on intervient pour des juifs, les plus hautes autorités, le B, le résident général, interviennent pour des juifs, ça les laisse un peu sceptiques. Le consul d'Italie intervient aussi. Alors, au bout de 4 jours, il libère le président de la communauté, M. Borgel. Il le libère sous condition de se présenter 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, à la commandanture. Et il conserve les autres personnalités encore une dizaine de jours jusqu'au 3 décembre. M. Borgel rentre, il reprend ses fonctions de président de la communauté. Et il se présente tous les jours, matin et soir, à la commandanture. Alors, quelquefois, on dit « Ah bon, vous êtes là, d'accord, c'est bien, partez ». D'autres fois, attendez, il est soumis à des interrogatoires, à des questions, à des pressions. Et puis, là, M. Borgel raconte à ses collègues qu'il a fait la connaissance d'un homme terrible, qu'il a interrogé et qui va diriger les opérations contre les Juifs de Tunisie. Walter Rauff, colonel SS. Qui est Walter Rauff? On le saura après la guerre. Walter Rauff, c'est un Allemand, ancien combattant, engagé dans la police, mais surtout, il est très vite un des collaborateurs d'Eichmann. Et c'est lui qui est envoyé par Eichmann sur le front de l'Est. Vous savez que sur le front de l'Est, les Allemands avaient envoyé des commandos qui arrivaient dans un village, réunissaient tous les Juifs et les fusillaient. Il n'y avait pas encore les camps de concentration. Donc on prenait tous les Juifs, on les fusillait. Et puis on s'est aperçu rapidement, les Allemands se sont aperçus rapidement que c'était très mauvais pour le moral des troupes. Parce que ceux qui fusillaient toute la journée des hommes, des femmes et des enfants, à la fin, ils devenaient un peu cinglés. Et puis les troupes qui montaient en ligne, voyant ces massacres d'enfants, de femmes, commençaient à douter. Donc, il faut trouver quelque chose. Alors, on trouvera plus tard les camps de concentration avec les chambres à gaz. Mais en attendant l'invention des chambres à gaz, Rauff invente un système, les camions à gaz. On met tous les Juifs dans un camion, on ferme le camion, on lâche les gaz, et tous les malheureux qui se trouvent à l'intérieur sont tués. On en tue 60, 70 par camion, comme ça. C'est ce qu'on a appelé les chambres à gaz mobiles. Eh bien, l'inventeur et le responsable des chambres à gaz mobiles, c'est Rauff. Puis, plus tard, on fait les camps de concentration, donc Rauff n'a plus sa raison d'être, et il reçoit une mission, et son ordre de mission, Serge Klarsfeld l'a retrouvé dans les archives allemandes il y a 4 ans. Il est envoyé avec les troupes de Rommel en Grèce, avec mission de suivre les troupes de Rommel jusqu'en Égypte, parce qu'on pense que Rommel va vaincre les troupes britanniques en Grèce, qu'il va aller en Égypte. Donc Rauff a mission de suivre Rommel en Égypte, et de là en Palestine, et de liquider la communauté juive d'Égypte et de Palestine. Donc Rauff y part. Malheureusement pour lui, enfin heureusement pour nous, ce ne sont pas les troupes de Rommel qui sont entrées en Égypte, mais au contraire, elles ont dû refluer. Donc Rauff reflue avec les troupes de Rommel, il reflue en Libye, et de Libye en Tunisie. Et Rauff, c'est un soldat. Il a une mission. On lui a demandé d'exterminer les Juifs d'Égypte et de Palestine. Il ne peut pas les exterminer parce qu'il a reflué. Il est en Tunisie. Le hasard a fait qu'il est en Tunisie. Eh bien, sa mission, il va l'accomplir. Il va exterminer les Juifs de Tunisie. Vous savez que les travaux qui ont été accomplis, on en a suffisamment parlé lors de différentes conférences de la SHJT, vous savez que la conférence de Wannsee est la conférence par laquelle a été décidée la destruction des Juifs, le programme de la solution finale. Et vous savez qu'à la conférence de Wannsee, ce qu'on a retrouvé, c'est un document où on mettait tel pays, tant de Juifs, tel pays, tant de Juifs, tel pays, tant de Juifs. Bon. Et pour la France, le document de la conférence de Wannsee met 900 000.
Or, il n'y avait jamais eu 900 000 juifs en France, il y en avait 300 000 avant la guerre. Donc on a commencé pendant un premier temps à dire, vous voyez, ces Allemands, qui étaient considérés comme le peuple le mieux organisé que la Terre, ils ne savaient pas qu'en France, il n'y avait que 300 000 juifs. Oui, mais si on ajoute les juifs d'Afrique du Nord, les juifs qui ne s'étaient pas fait recenser, les juifs qui avaient quitté la France et qui avaient été à l'extérieur, eh ben on arrive à 850 000 à peu près. Donc la destruction des juifs d'Afrique du Nord était bien comprise, bien incluse dans le programme de Wannsee. Donc Rauf, il est là pour accomplir le programme. Dans un premier temps, il pense utiliser les Arabes pour détruire les Juifs de Tunisie. Et il cherche à susciter des pogroms. Il distribue de l'argent et il dit allez attaquer les magasins juifs. Il a vu qu'il y avait eu des débuts de pillage de magasins juifs à Gafsa, à Zagouan. Il dit voilà, c'est cela qu'on va faire. Il distribue de l'argent à des Arabes pour attaquer les magasins juifs et à partir de là, entraîner des heurts, les Juifs vont se défendre, il va y avoir des morts et nous on va venir pour rétablir l'ordre, on va fusiller tous les Juifs. La sagesse des chefs de la communauté musulmane, notamment de Mohamed Chnik et d'Aziz Djilouli de Sheikh El Medina, font que ce programme n'a pas lieu. Le jour prévu, les musulmans de Tunis ne bougent pas et n'attaquent pas les magasins juifs. Donc Rauf cherche ce qu'il va faire. Le 6 décembre, lorsqu'il avait reçu à la commandanture Moïse Borgel, il avait dit qu'il fallait s'attendre à ce que les Juifs de Tunisie soient appelés à participer à des travaux dans l'intérêt de l'armée allemande. Et il avait demandé qu'on donne les listes des jeunes Juifs de 17 à 40 ans. Et puis le 8 décembre, le Conseil de la communauté est réuni parce qu'il y a eu, les 2 jours qui précédaient, de très violents bombardements à Bizerte. La quasi-totalité de la ville a été détruite. Et les réfugiés, la population civile de Bizerte, a afflué sur Tunis. Et parmi eux, des Juifs. Tous ces réfugiés ont été pris en charge par le Secours national, qui est l'organisme officiel. Mais le Secours national, qui jusqu'à présent avait été bienveillant à l'égard de la communauté juive, sans doute sensible à l'ère du temps, dit les réfugiés juifs, adressez-vous à la communauté. Alors il y a des 700, 800 personnes. Donc certains ont été logés chez des parents, des amis. Mais il a fallu en toute hâte en loger quelques-uns dans les sous-sols de la grande synagogue, d'autres à l'école de l'Alliance, d'autres à l'école Orthora, d'autres dans les locaux de la garderie israélite. Et M. Borgel a réuni le conseil de la communauté le 8 décembre à son bureau pour essayer de voir comment on va aider ces malheureux. Il faut les nourrir, il faut les vêtir, ils ont tout perdu. Le matin, il est allé à la commandanture pour sa présentation quotidienne. Bon, ça va, merci, au revoir. Et puis, on vient le chercher à 9h ou 10h. Alors que les Allemands, le garde allemand s'est présenté à son domicile et qu'il était attendu d'urgence à la commandanture avec le grand rabbin. Donc il interrompt la réunion et il va chercher le grand rabbin Haïm Belaïch chez lui et ils vont à la commandanture. 10h, 11h, midi, 1h, 2h, ils ne sont toujours pas de retour. Ça se sait dans la population juive, cette convocation. Donc les gens affluent à la communauté. Il y a une curiosité, une inquiétude. On espère à la communauté avoir des nouvelles. Et effectivement, à 2h, le président Borgel, le grand rabbin, arrive et il demande aussitôt qu'on réunisse les conseils de la communauté, les notables, les dirigeants d'œuvre. Et voilà ce qui s'était passé. Le colonel Rauf, écumant comme d'habitude, leur dit « Demain matin, à 7h, il me faut 3000 jeunes juifs équipés de pelles et de pioches, 1500 à la caserne Foch au Bardo, 1500 sur la route de la Sebala du Mornag. Il est bien entendu que vous, communauté, vous aurez à nourrir ces hommes, parce que nous, on ne va pas les nourrir. On va les mettre dans des camps,
à la disposition de l'armée allemande pour creuser des tranchées, creuser des fortifications. Débrouillez-vous, il nous les faut demain. Si nous n'avons pas demain 3000 hommes, nous prendrons des otages, les otages seront fusillés. Le président de la communauté explique que ce n'est pas possible, qu'il ne dispose d'aucune force, qu'il n'a aucun moyen de contraindre les Juifs de Tunisie à aller volontairement comme ça dans des camps de travail, que la communauté est un organisme de culte et de bienfaisance. Quand même pas 24 heures, c'est impossible. Il ne veut rien entendre. Le grand rabbin, auquel le président de la communauté a traduit, parce que le grand rabbin est arabophone, c'est un vieillard préoccupé de prière, de recherche talmudique, un savant dans ces matières. Mais ce n'est pas un homme d'action, ce n'est pas un homme qui a l'habitude des contacts. Il essaye de toucher le cœur du colonel Rauf. Il pleure, il prie, mais que peuvent valoir les larmes d'un vieillard, fut-il grand rabbin, face à un SS tortionnaire comme Rauf? Il ne veut rien entendre. Et il maintient son exigence. J'ajoute qu'il leur présente quelqu'un, un personnage un peu hirsute qui arrive et qui sert d'interprète. Et il leur dit, voilà, à partir de maintenant, toutes vos communications avec moi vont passer par ce monsieur. Et ce monsieur, c'est Maximilien Trainer, c'est un juif autrichien. Ceux que ça amuse trouveront une partie de son récit dans ce livre. C'est un coreligionnaire, c'est un comme vous. Il parle allemand et français, il traduira. Au début, les dirigeants de la communauté ont eu beaucoup de méfiance, pensant que c'était un mouton, un espion déguisé. Ils s'apercevront que c'était en réalité un bon juif, un très bon juif, qui, lui, a la connaissance des méthodes allemandes. Il sait ce que les Allemands font, ont fait, sont capables de faire. Donc il a été arrêté dès l'arrivée des Allemands en Tunisie, il sort des geôles allemandes, il sait ce que la communauté risque. C'est pour ça qu'il paraît nerveux, fiévreux, etc. Donc réunion, tous les notables, tous les dirigeants communautaires sont réunis. Qu'est-ce qu'il faut faire? On décide immédiatement d'envoyer 2 délégations. Une va chez le B, l'autre va à la résidence générale. La délégation qui arrive chez le B trouve, on réveille le B parce c'est sa sieste, donc il vient. C'est un mauvais jour. Il est fatigué, il est malade, il a des douleurs, il est sous l'empire de drogue. Alors il rappelle qu'il a toujours manifesté sa bienveillance à l'égard de la communauté, qu'il a toujours voulu atténuer, qu'il a toujours aidé les Juifs. Mais là, il dit qu'il n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment allons-nous réunir 3000 hommes? Mektoub, avec cette fatalité chère aux musulmans, c'est le Mektoub. Il n'y a qu'à suivre. C'est comme ça. Il n'y aura pas le petit doigt. La délégation qui va à la résidence trouve l'amiral Estevac, qui avait toujours été quand même, malgré tout, malgré Vichy, malgré son conservatisme, sa fidélité à Pétain, attentif aux observations de la communauté. L'amiral Esteva, c'est la même chose. Je vous aime bien, mais je ne peux rien. Les Allemands m'ont interdit de m'occuper des Juifs. Alors on dit, mais faites-vous, vous avez l'autorité. Faites un appel, mobilisez les Juifs. Ah non, les Allemands m'ont interdit de m'occuper de cette question. Alors le docteur Moiti, qui est là, lui dit, mais la France est en Tunisie en vertu du traité du Bardo. Le traité du Bardo fait obligation à la France de protéger la personne du B et ses sujets. Donc les Juifs tunisiens sont des sujets du B. Face à l'Allemand, vous ne nous protégez pas, je n'y peux rien. Il m'a dit, amiral, vous venez à cet instant de sonner le glas du protectorat, parce que le protectorat n'a plus de justification. Le président général consent à faire une démarche auprès des autorités allemandes pour demander un délai. Et il fait savoir qu'il passera qu'il communiquera la réponse à M. Borgel dans la nuit. On retourne à la communauté.
qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y en a qui disent il faut ne rien faire. On se croise les bras. Oui. Mais Raouf a dit que si on se croisait les bras, il faudrait arrêter les gens dans la rue, ils prendraient des otages et ils les fusilleraient. Est-ce qu'on a le droit, comme communauté? Que faire? Alors le grand rabbin va dans les synagogues, du haut de sa chaire, il appelle les jeunes gens sans charge de famille à se dévouer pour le salut de la communauté. Et un bureau d'inscription des volontaires est ouvert à la grande synagogue. Des jeunes gens parcourent les quartiers juifs en répétant cet appel, en lançant le même appel. Mais combien vont se dévouer? L'angoisse est partout. Beaucoup, après, ont dit « Ah, mais il aurait fallu !» Je l'ai vu chez un pamphlétaire, dernièrement, j'ai lu. Il aurait fallu se réunir tous les juifs, aller dans le maquis, prendre les armes et se battre. D'abord, où prendre des armes? Et puis, où les maquis? La Tunisie est un pays de plaine. Et la population juive de Tunisie, de l'époque surtout, n'était pas en état de prendre les armes. À part les juifs français qui étaient minoritaires, n'avaient aucune instruction militaire. Et les Américains, oui, les Américains ne sont pas loin. Ils sont à Massiko, au-delà de Zagouan. De Tunis, on entend le canon. Mais on le saura après, les Américains refluent parce que, pour l'instant, leurs premières troupes ont été en débandade face aux Allemands. Donc on dit les Américains ne sont pas loin, ça va durer très peu de temps. Alors on va plier le dos pendant quelques jours et puis les Américains vont venir nous délivrer. Tout le monde part. À minuit, M. Borgel reçoit le coup de téléphone du résident général. Les Allemands ont refusé tout délai. 5 heures du matin, le 9 décembre. Le président de la communauté quitte son appartement à la Nationale, l'immeuble La Nationale, que vous connaissez. Il va à rue de Beaune chercher son neveu, Elie Nataf, président honoraire. Il lui dit « Viens vite, les Allemands nous demandent pour 7 heures 3000 travailleurs, il y a 150 volontaires. » Alors, tous deux vont vers le siège de la communauté, ils décident d'une stratégie. On va montrer aux Allemands qu'on fait quelque chose, on va donner l'impression d'appeler les gens. Est-ce qu'il faut mobiliser? Est-ce qu'il faut faire une mobilisation? On en avait parlé la veille, est-ce qu'il faut le faire? Et il téléphone à des parents, à des amis, à des dirigeants d'œuvre, qui leur demandent de venir, vite, venez, il faut travailler, il faut s'occuper, faire quelque chose. Tout le monde arrive, les délibérations continuent, bien sûr. Et puis il est 8h moins le quart. Et M. Borgel doit se présenter à 8h à la commandantour. Son sort est inquiétant. Son fils intervient. Il dit « Est-ce que vous pensez que mon père, à son âge, doit aller seul à la commandantour? Est-ce qu'il ne serait pas bon qu'il soit accompagné par un membre du conseil ?» C'est le silence. Voire même, il y en a un qui se souvient à ce moment-là qu'il a un rendez-vous au ministère des Finances. Un autre se souvient qu'il doit accompagner sa femme chez le médecin. Un autre qui doit accompagner son fils à l'école. Et puis, il y a... Les gens continuent à se regarder. Il y a une voix qui dit « Je viens avec vous ». Se tourne, c'est Paul Guèze. Il faut que je dise un mot quand même de ce héros. Paul Guèze, natif de Sousse, dont le père était secrétaire de la municipalité de Sousse, a passé son baccalauréat en 1916 et s'est engagé, bien que tunisien, dans l'armée française pour se battre sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Il a 17 ans. Il part, soit avec l'artillerie, il fait toutes les campagnes de la Première Guerre mondiale, dont Verdun, la Somme, où il a les pieds gelés. Il se bat magnifiquement. Il est décoré à la fin de la guerre de la croix de guerre avec palme et de la médaille militaire, la décoration du soldat, la plus belle, la plus pure.
Il rentre à Tunis, il termine ses études de droit, il fait son stage, il est avocat, c'est un avocat brillant, une grosse clientèle. Et bien sûr, il ne nie pas sa qualité de juif. Et non seulement il s'engage dans les œuvres sociales, il est le fondateur de Nos Petits avec le docteur Roger Nataf, il s'engage au sein de la communauté, il est dans le mouvement de la justice, le groupe de la justice, qui lutte pour l'émancipation politique et sociale des Juifs de Tunisie et leur naturalisation française. Il se bat en duel lorsque quelqu'un prononce devant lui des phrases antisémites. Paul Guez le provoque en duel, il n'hésite pas à se battre en duel. Et en 1940, marié, père de 2 enfants, alors qu'il n'a pas l'âge de partir au front, il est mobilisé, mais il pourrait rester dans un dépôt à Tunis, il est volontaire pour le front, il part en 1940 avec la 84e division, il fait une campagne là aussi brillante, il dégage sa section sur la Somme et sa batterie sur la Somme et évite le stalag à ses hommes, il retourne en Tunisie, il est décoré à nouveau de la Croix de guerre 1939-45, et lorsqu'il y a le statut des Juifs, il est même exempté de l'application du statut. Il n'y a que 2 personnes qui ont été exemptées de l'application du statut, d'autres ont été exemptées des interdictions professionnelles, mais 2 personnes seulement ont été exemptées de l'application du statut, le docteur Roger Nataf, en raison de ses titres militaires et scientifiques, et Paul Guez. Et Paul Guez est membre du conseil de la communauté, il dit cette phrase « Je vais avec vous ». Et il accompagne M. Moïse Borgel. Et en chemin, il rencontre le docteur Beret Vass, un juif hongrois installé en Tunisie, militant sioniste, qui se joint à eux courageusement pour servir d'interprète. Il croise dans les rues de Tunis les Allemands qui montent au front, les troupes allemandes. Ils arrivent à la commandanture, ils demandent le colonel Rauf, on dit le colonel Rauf n'est pas là. Ils attendent, ils sont inquiets. Et puis, un soldat italien arrive, ils écoutent ce que dit ce soldat italien en italien, parce qu'ils comprennent l'italien, et le soldat italien explique que le colonel Rauf est à la grande synagogue. Tout de suite, il décide de se rendre à la grande synagogue. Et arrivé à la grande synagogue, un peu avant la grande synagogue, il voit tout le quartier cerné par des SS en armes, mitraillettes au poing. Le colonel Rauf, effectivement, était arrivé à 7 h du matin à la caserne Foch. Il avait vu 150 volontaires. Furieux, il les a fait mettre à genoux. Il avait commencé à les battre. Il avait dit qu'il allait les faire fusiller, ces pauvres types qui s'étaient portés comme volontaires. Et puis, finalement, comme on lui dit, il y en a d'autres qui sont à la grande synagogue, il décide d'aller à la grande synagogue. Il fait rentrer tous ces SS dans la grande synagogue alors que c'est la prière du matin. Il y a des réfugiés de Bizerte qui sont là, dans les caves. Les SS commencent à tirer dans la grande synagogue. Ils prennent tous les occupants, ils les font mettre dans une espèce de jardin qui est devant la synagogue, à genoux. Le rabbin en talette, les vieillards, des enfants, l'officiant, le rabbin David Agege, qui était l'officiant de la grande synagogue et dont j'ai publié le témoignage. Et tout le monde est là, et Rauf écume de rage lorsqu'arrivent Moïse Borgel et Paul Guez. Ça ne le calme pas. Il oblige Moïse Borgel à s'agenouiller devant lui. Il donne des coups de cravache à Hu et à Dia, à Borgel et à Paul Guez. Et il leur dit « Chiens de juifs, vous êtes des porcs, vous avez fait une démarche auprès du résident général, c'est une atteinte à l'armée allemande. Je vais immédiatement faire chercher le grand rabbin, donnez-moi l'adresse du grand rabbin, et je vais vous fusiller ici avec tous les gens qui sont présents, et le grand rabbin également. » Et la pression. Et Paul Guez, à ce moment-là, commence à parler. Et Paul Guez lui dit « J'étais à Verdun, j'ai eu sous mes ordres des Allemands que j'ai fait prisonniers, j'ai peut-être été sévère avec eux, je ne les ai jamais humiliés. Vous nous avez battus, vous n'avez pas le droit de nous humilier. » Rauf est interrompu dans sa rage par le mot Verdun.
Verdun, pour les Allemands, ça parle. C'est un mythe pour l'Allemand, Verdun. C'est là où l'armée française a complètement défait l'armée allemande. Et il dit, qui est cet homme? Paul Guez, toujours dans un garde-à-vous impeccable, dit, je suis officier de l'armée française, je suis membre du Conseil de la communauté, vos méthodes sont inadmissibles, vous pouvez nous imposer votre joug, mais pas de cette façon. Alors Rauff dit, vous avez saboté les ordres que j'avais donnés, je vais prendre 10 juifs, donnez-moi le nom de 10 juifs, 10 responsables juifs, et je les ferai fusiller ici. Et Paul Guez lui répond, sachez que je serai le premier. Sachez que je serai le premier. Était-il inspiré en disant cela? Je le pense. Parce que Rauff le regarde, il y a un regard entre ces deux hommes. Et puis Rauff dit, que proposez-vous? Et Paul Guez lui dit, relâchez les raflés qui sont là, donnez-moi le temps nécessaire et j'essayerai de rassembler les hommes. Voilà ce que dit Paul Guez. Je lus, je ne peux pas vous manquer de le lire. Le colonel Rauff, écumant de colère, s'agite comme un forcené. Vous allez être fusillés dans 1 heure, ainsi que le grand rabbin que j'envoie chercher. Vous allez voir comment les SS savent mater les Juifs. Je regarde à ma droite le groupe pitoyable des prisonniers mornes et silencieux. Je distingue la barbe blanche de l'officiant. Je vois un enfant qui frissonne de peur. Que vont-ils devenir? Le devoir est tout tracé. Il faut les sauver à tout prix. Et Guez dit, donnez-moi le temps nécessaire et j'essaierai de rassembler les 3000 hommes que vous nous demandez. À ce moment-là, Rauff lui dit, c'est une parole d'officier. Et Paul Guez dit, c'est une parole d'officier. Rauff réfléchit et dit, bon, d'accord, je vous donne jusqu'à midi, nous verrons cela à midi. Borgel et Paul Guez repartent et se retournent à la communauté, où tout le monde les attend. Et là, la décision est prise. On fait imprimer des affiches, que des gens partent coller partout. Mobilisation, comme une mobilisation militaire, par classe d'âge. Toute la population juive de sexe masculin, âgée entre 17 et 40 ans, est mobilisée pour répondre aux exigences allemandes et on invite les recrues à se présenter à l'Alliance israélite. Mais à l'Alliance israélite, devant l'école, rue Maltasrira, les SS ont fait comme à la synagogue. Ils arrêtent tous les juifs qui passent, ils les enferment dans l'école, ils sont séparés en 2 groupes, les moins de 50 ans d'un côté, les plus de 50 ans enfermés dans une salle de classe. Et puis Rauff arrive à la communauté, avec ses troupes. Et là, il arrête, à part M. Moïse Borgel et 2 personnes qui étaient avec lui dans son bureau, il arrête tous les dirigeants d'œuvre, tous les responsables de la communauté qui se trouvent là. Elie Nataf, le docteur Hayat, Simon Krief, le père de Jacques Krief que j'ai cité tout à l'heure, Gabriel Gabizon. Tous ces gens sont arrêtés et transférés en camion à l'école de l'Alliance israélite où ils rejoignent ceux qui avaient déjà été arrêtés là-bas. Des équipes de la communauté vont de maison en maison chercher de l'argent. C'est Maurice Agege qui regroupe quelques jeunes parce qu'on a promis aux gens qui allaient dans les camps de travail 100 francs par jour. 100 francs, c'était beaucoup à l'époque. Mais la communauté n'a pas l'argent. Donc on demande aux bourgeois riches, fortunés. Alors certains donnent 100 000 francs de l'époque, d'autres donnent moins, d'autres donnent 100 francs. Mais il faut avoir ces sommes là. Et puis d'autres vont dans les magasins
prendre pour le compte de la communauté tout ce qu'il y a comme boîte de conserve. Dans les boulangeries, prendre tout ce qu'il y a comme pain. Et il se passe ce phénomène extraordinaire qui a lieu dans les locaux de l'Alliance israélite. Les gens concernés par la convocation arrivent, se présentent. Des médecins de la communauté sont là, font un simulacre de visite médicale, parce qu'on n'a pas le temps de faire une visite médicale approfondie. Et au fur et à mesure, les Allemands enlèvent des contingents. Et ceux de la communauté qui sont à l'extérieur, chaque fois que le contingent part, ils glissent à chaque homme un pain, un bidon d'eau, une bouteille d'eau, une boîte de sardines et un billet de 100 francs. Et on essaye de désigner des chefs de groupe, parmi ceux qui ont fait leur service militaire, ou les anciens combattants, les anciens soldats, les chefs scouts, quand on peut. On ne sait pas où vont ces hommes. Et puis les otages. Alors les otages, Raouf fait arrêter à leur domicile par la police française, à partir de 3 heures de l'après-midi, 100 membres de la bourgeoisie, la grande bourgeoisie juive, dont il a les listes, qui rejoignent les personnes de plus de 50 ans arrêtées au siège de la communauté ou arrêtées à l'Alliance israélite. Et on met tous ces gens dans le sous-sol de la grande synagogue, où se trouve l'oratoire Georges Abitbol. C'est là où on entasse tous ces gens. Moïse Borgel a fait prévenir un membre de la communauté qui s'appelle Véroli, qui est un juif livournais, de nationalité italienne, qui, malgré le statut des Juifs en Italie, a gardé quelques bonnes relations avec le consulat d'Italie. Donc il prévient le consul d'Italie qu'il y a parmi les otages des Italiens. Et là, un officier italien arrive et dit, d'ordre du consul d'Italie, je viens chercher tous les officiers de Sa Majesté. Et les Juifs italiens sont ainsi exemptés, sont ainsi extraits du peloton des otages. Mais pour les autres, ils sont une centaine, j'ai publié la liste dans ces ouvrages, sont transférés à la prison militaire. Et on leur dit, si la communauté n'obéit pas aux ordres donnés, si nous n'avons pas les contingents de travailleurs pour les camps que nous voulons, vous serez fusillés au fur et à mesure. Et ces hommes qui représentent à la fois l'élite communautaire, sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sont soumis à cette pression de savoir qu'à l'extérieur, il se passe des choses, la vie de la population en jeu, que leur propre vie est en jeu. Heureusement, à la prison militaire, au début, sont accueillis par des gardiens français qui sont en réalité des sous-officiers de l'armée française que le général Barré avait déguisés en gardiens de prison pour rester là et le renseigner sur ce qui se passait à Tunis. Donc ils disent tout de suite, n'ayez pas peur, nous sommes là, nous allons vous protéger. Ils essayent de réconforter, tant que faire se peut, ces malheureux otages. Et puis, il y a les jeunes qui partent le 9 décembre. Le 9 décembre, il en part 1500. Le lendemain, 10 décembre, il en part 2000. Et entre le 9 et le 15 décembre, il en partira 5500. Pour où? Ah, voilà. Colonel Rauf avait dit, on va les envoyer, non pas sur le front, mais à proximité du front. Ils vont faire des travaux de terrassement. On ne les nourrira pas, vous aurez à les nourrir, sinon ils crèveront de faim. Mais ils ne seront pas maltraités. Alors la communauté, nous avons la responsabilité morale de ces gens. Vous nous avez dit qu'ils mourront de faim si on ne les nourrit pas. On va les nourrir, on va leur envoyer du ravitaillement. Mais où sont-ils? Ah, débrouillez-vous, on ne sait pas. Secret militaire, débrouillez-vous. Comment faire? Circuler. Bon, on sait qu'il y en a qui sont à El Aouina.
On dit, ben, c'est très bien, s'ils sont tous à El Aouina ou autour, on va pouvoir les ravitailler, ils vont même pouvoir rentrer chez eux, se doucher, etc. Mais non, il n'y en a pas, il y en a un millier peut-être. Il y en a ailleurs. Où? On ne peut pas circuler sur les routes, c'est interdit. La Tunisie est une zone de bataille. On se bat à 50 km de Tunis. Alors là, il y a deux groupes qui se forment. Un, c'est le docteur Saragosti, un médecin sioniste. L'adjudant Zetoun, un ancien engagé volontaire de la guerre de 14, qui a fait une carrière militaire et qui a été chassé de l'armée par l'armistice. Et une infirmière, Suzette Cohen-Coudard, qui connaîtra un destin tragique, puisque, vous le savez, vous avez peut-être le nom vous dire peut-être quelque chose, en 1949, elle convoiera un groupe d'enfants pour l'Alia en Israël, et elle décédera dans la catastrophe aérienne d'Oslo. Donc ce groupe part sur les routes, dans une direction. Et puis il y a Henri Sfez. Henri Sfez est un neveu de Moïse Borgel, et il a fait la guerre de 40, la campagne de 40, il s'est évadé d'un stalag. Alors lui, il a signé, il s'est fabriqué lui-même un laissez-passer, l'autorisant à aller sur les routes, qu'il a signé lui-même en mettant des cachets, parce qu'il connaît bien la mentalité allemande, il a mis 150 cachets, c'est que les Allemands aiment bien ce cachet, et l'autorisant à aller sur les routes. Donc les uns sont allés au nord, les autres sont allés au sud, et ils demandaient partout, est-ce que vous avez vu des juifs, est-ce que vous avez vu des camps, est-ce que vous avez vu des gens où on travaille? Et ils arrivent en 3 jours, en ayant repéré la plupart des camps. Ils ont pu dresser des listes, ce qui fait qu'on a pu afficher, pour les familles angoissées, ou qui se demandaient où étaient leurs enfants. À la synagogue de la rue de la Loire, on a affiché les listes des gens qui étaient partis avec le camp où ils étaient, ce qui fait que les familles ont pu aussi faire des ravitaillements, et la communauté a pu commencer à envoyer un ravitaillement à ces pauvres malheureux. Je vous lis simplement un témoignage, il est assez court, et il est, me semble-t-il, très pertinent. C'est celui du rabbin Habib, qui est toujours vivant, qui vit en Israël. Le rabbin Gilbert Habib, c'est lui qui m'a appris la lève-bête, d'ailleurs. Il dit ceci. En 1942, j'avais 16 ans, et j'étais élève à l'école Hebret HaTalmud, la yeshiva de Tunis. Le 9 décembre, j'ai dû sortir de chez moi à 7h30 pour me rendre à la yeshiva. En passant près de la grande synagogue de l'avenue de Paris, j'ai constaté la présence de soldats allemands avec tête de mort comme un signe. Les Allemands hurlaient et arrêtaient les passants en leur demandant de présenter leur carte d'identité. De jeunes Arabes les renseignaient en leur disant si le nom de la personne contrôlée était un nom juif ou non. Les Juifs ainsi désignés étaient aussitôt parqués devant la synagogue sous la garde menaçante de soldats armés de fusils. Normalement, ils ne prenaient que les gens âgés de 17 ans et plus. Je n'avais pas pris ma carte d'identité sur moi. On me demanda mon âge, je répondis 16 ans, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. Le SS me saisit par le col et me projeta parmi les gens arrêtés. Alors il raconte son départ pour un camp. Nous fûmes contraints de faire une marche de 60 km sous la pluie, dans le froid et dans la boue. À chaque tentative de ralentir, les coups de pied et de cravache s'abattaient sur nous. Nous étions environ 80. Nous sommes parvenus à destination très tard dans la nuit. Je ne me souviens plus du nom de la localité où nous sommes arrivés. Elle était proche de la ligne de front, et en consultant la liste des camps, je crois qu'il s'agit de Goubla, ou d'une localité proche désertée par ses habitants. Nous fûmes enfermés dans une écurie, contraints de travailler la nuit, car dans la journée, notre site était canonné sans interruption par les Anglais. Impossible de dormir le jour et appelé à travailler la nuit pour creuser des tranchées. Nous restâmes 3 jours sans manger. Les Allemands avaient prévenu la communauté qu'il lui appartenait de nous nourrir et qu'à défaut nous mourrions de faim. Mais ils avaient pris soin de ne pas donner à la communauté la liste des camps. Au bout de 3 jours, un soldat allemand qui nous gardait constata que nous allions mourir de faim et que nous n'arrivions pas à travailler en raison de notre état physique, malgré les coups qui nous étaient donnés pour nous faire travailler. Il trouva dans une ferme abandonnée des poulets qu'il tua avec son fusil et nous les remit ensuite pour que nous puissions les faire cuire sur un feu de bois et nous les partager. Bien sûr, ce n'était pas cachère, mais je n'avais pas le choix. Manger ce peu qui nous était donné ou mourir de faim. Le judaïsme interdit de se laisser mourir. La vie est ce que Dieu nous a donné de plus précieux. C'est un rabbin qui parle. Le ravitaillement n'arriva que lorsque des envoyés de la communauté purent nous localiser.
Dans l'écurie où nous logions et étions censés dormir le jour, entassés les uns sur les autres, les rats étaient nos compagnons. Marchaient sur nous. Nous étions tous malades et harassés. Il y avait avec nous 2 drogués qui avaient été arrêtés rue Maltasrira. C'était la première fois que je voyais des drogués. Comme ils étaient en manque, ils avaient des cris épouvantables, et nous ne comprenions pas pourquoi, mais ils nous faisaient peur. Et bien sûr, la nuit, le travail sous la garde des Allemands, avec les coups, pour un rien, pour un simple arrêt de cadence. J'étais le plus jeune, je n'avais que 16 ans, et l'âge minimum fixé par les Allemands eux-mêmes était 17 ans. Paul Guèze réussit à me tirer de là au bout d'un mois. Je rentrais chez moi en haillons, couvert de poules et de poux et de galles. Mes vêtements du 9 décembre, qui avaient pris toute la pluie durant cette terrible journée, étaient devenus des haillons, et je n'en avais pas d'autres. À tous les maux du camp, je dois ajouter le froid. J'étais presque nu et frigorifié. Lorsque je suis rentré chez moi le premier soir, le premier soin de ma mère fut de brûler mes vêtements pleins de poux. Voilà, mais j'ai ici 25 témoignages identiques. Et vous trouverez aussi le témoignage de maître Jacques Krief que j'évoquais tout à l'heure sur le camp de Bizerte, et qui dit que la chose la plus dure était les poux, qui était le quotidien, qu'il logeait sur de la paille qui n'était pas changée. C'était la même paille pendant 6 mois. Et le quotidien, c'était les coups de cravache, les coups de pied, les tortures, le fouet, et pour rien. Comme le dit le rabbin Bib, pour un simple arrêt de cadence, ou pour un cesse qu'on n'avait pas salué, parce qu'il fallait saluer les Allemands, se découvrir devant eux, etc. Alors voilà cette journée du 9 décembre. Cette journée du 9 décembre, elle se marque par 2 rafles, l'une à la Grande Synagogue, l'autre à l'Alliance israélite, et l'arrestation des membres de la communauté qui sont au siège de la communauté et d'une centaine de personnes qui sont otages. La décision du président Moïse Borgel, de Paul Guèze et d'autres, de dire « nous n'avons pas le droit quelle figure ferions-nous si un seul otage était fusillé. Nous ne pouvons pas, par nos états d'âme, permettre que les Allemands qui ont des otages en fusillent un seul. » Et c'est ce que la population juive a très bien compris. Et c'est pourquoi les hommes ont répondu à l'ordre de mobilisation. Ils sont allés. Et à la fin de la guerre, il n'y a pas eu d'otages fusillés. Il y a eu des gens qui étaient dans les camps qui ont été fusillés. Mais tous les otages sont rentrés sains et saufs. Et puis les gens qui étaient dans les camps, dès le premier jour, la décision a été prise, feindre une obéissance totale, mais essayer de dégarnir les camps. Et c'est ce qu'on organisa avec une série de réseaux d'évacuation des camps sous les prétextes les plus divers. Je saluerai là le travail des médecins, car les médecins n'ont pas été exemptés. Ils étaient mobilisés avec leur classe d'âge. Ils partaient comme médecins. Les Allemands avaient accepté, donc ils étaient là pour dispenser du travail, dispenser leurs soins aux internés. Et ils avaient compris que les Allemands avaient une frousse bleue du typhus. Ils acceptaient tout sauf le typhus. Alors les médecins donnaient quelquefois aux malades un certain nombre de potions qui pouvaient leur donner des symptômes voisins de ceux du typhus et permettre ainsi des évacuations. Et il y a eu des évacuations. Il y a les chauffeurs de la communauté qui prenaient de grands risques en amenant le ravitaillement et en laissant la porte des camionnettes ouverte pour que 2-3 travailleurs puissent s'engouffrer, et comme ça ils étaient libérés. Lorsque les Allemands découvraient la supercherie, bien sûr, les autres du même groupe étaient privés d'un certain nombre de choses, étaient battus, étaient fouettés, faisaient double travail, mais c'est ainsi que les camps ont pu être progressivement évacués, fort heureusement, parce que on a su, après, par le président Mohamed Chnik, et puis après on a retrouvé dans les archives aussi des traces, que les Allemands avaient décidé, et c'était pourquoi? Parce qu'on se demandait, mais pourquoi ils prennent ces Juifs dans les camps? Les Juifs sont de mauvais ouvriers, ne sont pas des ouvriers, ne sont pas des gens qui sont habitués au travail manuel, creuser des tranchées, etc. La communauté disait, on vous donne de l'argent, recrutez des travailleurs, il y a beaucoup d'Italiens qui demandent du travail, qui sont de bons ouvriers, on paye,
on vous paye même un surplus et vous nous rendez nos juifs. Non, 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 on veut les juifs. Ils sont de mauvais ouvriers. Non, on veut les juifs. Et en réalité, les Allemands pensaient qu'ils romperaient le front et que c'est eux qui fonceraient sur l'Algérie à la poursuite des Américains. Donc, ils avaient décidé, si on fonce sur l'Algérie, on fusille avant tous les juifs qui sont dans les camps. Et ainsi, Rauf avait rempli sa mission. Pas de l'extermination totale, mais l'extermination quasiment partielle, l'extermination de la force vive, la force la plus jeune, de la population juive de Tunisie. C'est heureusement ce qui ne s'est pas passé, même si on déplore que dans des camps, des jeunes ont été fusillés. Et je pense aux trois qu'évoquait Jacques Krief dans son témoignage au Sénat, Émile Ababou, Sadoun, Mazouz a été tué sur la route. Il y a eu 4 fusillés sur la route. D'autres ont été victimes de mauvais traitements, sont morts victimes de mauvais traitements. La Suède est mort dans la zone italienne, victime d'une septicémie. D'autres sont morts sous les sévices les coups de fouet qu'ils avaient reçus. On déplore ces morts dont les noms ont été lus tout à l'heure avec une poignante émotion. Mais malgré tout, la population juive de Tunis, dans sa majorité, a survécu. Vous savez qu'indépendamment des juifs qui ont été dans les camps, indépendamment des otages, il y a eu les amendes collectives qui ont été imposées. Lorsque la première fois les Allemands sont venus en demandant « il nous faut dans 24 heures 20 millions ». Sinon, on fusille les otages, ça a été un drame. Bon. Et il a fallu imaginer tout un système, avec l'aide d'ailleurs des autorités françaises, qui fait que la caisse foncière a prêté 20 millions parce que les grandes fortunes juives ont donné leurs immeubles en garantie. Et puis, il y a eu 2 amendes de 20 millions à la Sfax. Il y en a eu 2 à Sousse, 20 et 15, je crois. 20 et 15 à Sousse. 50 kilos d'or à Djerbal. À Djerbal, les Allemands sont arrivés un samedi après-midi. Ils ont menacé de fusiller les notables et ils ont contraint le grand rabbin, Dieu sait si pour un juif de Djerba, c'était à faire le tour de l'île en voiture le Shabbat pour ramasser de l'or parmi les habitants des communautés juives de Djerba. Et les Allemands ont emporté 40 kilos d'or, parce qu'ils ont dit on revient demain, mais le lendemain ils ne sont pas revenus, ce sont les Anglais qui sont arrivés. Mais à Gabès, ils ont pris tous les avoirs juifs qui se trouvaient dans les banques. Donc il y a eu des sommes énormes qui ont été emportées, plus de 100 millions ont été emportés par les Allemands. Puis à Sousse, il y a eu les bijoux aussi. Il y a eu les viols qui ont été commis dans le quartier de l'Arara, des femmes qui ont été violées par les Allemands. Il y a eu les réquisitions mobilières. Tous les jours, les Allemands arrivaient à la communauté, disaient voilà, il nous faut pour ce soir voici les biens qu'il nous faut. Il nous faut 10 pianos, par exemple. Il nous faut 50 services de porcelaine de Limoges. Il nous faut 10 appareils photo. Et il fallait chaque fois qu'une équipe aille les chercher chez les Juifs de Tunis, les plus fortunés, parce que c'était ceux qui avaient ces objets. Généralement, c'était entreposé à la grande synagogue, et les Allemands venaient se servir et faisaient emballer. Vous avez un livre qui a été écrit, qui s'appelle Yar Asra, qui a été écrit par Albert Hayat, un membre de la Chambre de commerce française de Tunis, qui raconte qu'il faisait partie d'une équipe de travailleurs juifs qui emballaient les pianos, les meubles que les Allemands avaient choisis et qu'ils envoyaient en Allemagne comme ça. Et puis à partir du mois d'avril, il y a eu des déportations. Les Allemands ont commencé à instituer un programme de déportation. Vous ne pouvez pas déporter par chemin de fer, comme ils l'ont fait en France. La mer, c'était quasiment fini parce que la Royal Navy tenait les 2 ponts. Donc ils ont fait une première déportation par avion. Il y a des déportés qui ont quitté Tunis par avion pour l'Italie, de l'Italie sur l'Allemagne. Parmi eux, le bâtonnier Victor Cohen-Adria, qui était pas notable, président de la commission des finances de la communauté. Dr Benjamin Lévy, membre éminent du Parti radical, et connu dans la communauté aussi, et d'autres. Et Victor Rathenau, un juif autrichien qui était interprète à la communauté. Et tous ces gens ont été déportés et sont morts. Il y en a d'autres qui sont revenus, mais les noms que j'ai cités sont morts gazés à Auschwitz. Et le programme des déportations a été interrompu puisque les Alliés ont eu la maîtrise du ciel et que 3 semaines après, ça a été la défaite complète des armées allemandes et leur capitulation. Tunis a été libéré le 8 mai 1943, Sousse a été libéré avant, le 12 avril 1943, et
la capitulation a été signée le 13 mai 1943. Voilà, j'ai essayé de vous raconter cette journée, les événements qui ont suivi. Merci beaucoup Claude Nataf pour cet exposé qui nous a permis véritablement de revivre heure par heure cette journée du 9 décembre, à la fois à travers témoignages et rigueur historique. Merci encore. Je laisse la parole à la salle pour quelques questions et je vous invite, je vous en supplie à être bref et à poser des questions. Merci. Je suis moi-même natif de Tunisie. Maman me disait, par exemple, pendant la guerre, ils se cachaient dans des armoires quand il y avait des rafles, notamment des Allemands, et que notamment ils étaient réquisitionnés, notamment pour amener des transistors à la grande synagogue. Et je voulais savoir, j'ai eu deux questions pour M. Nataf. Qui était le directeur de l'Alliance israélite dans cette année-là? Est-ce que c'était par hasard Vitalis Danan ou pas? Non, c'était pas Vitalis Danan. Et la deuxième question, je voulais savoir quelle était l'ampleur de la cruauté des Allemands par rapport à ceux des Allemands qui exerçaient en Europe de l'Est, notamment. Il me semble qu'on m'avait dit notamment que ces Allemands étaient plutôt des réservistes plutôt que des... Merci. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. Bon, d'abord, effectivement, tous les Juifs ont été invités. Enfin, invités. Il y a eu des annonces dans la presse qui ont demandé que les Juifs déposent le 10 novembre, le lendemain de la rafle, le 10 novembre 1942, à la grande synagogue, tous les postes de radio qu'ils avaient, les appareils les pick-up, on ne disait pas les chaînes stéréo à l'époque, je ne sais pas comment on l'avait, enfin c'était des grands appareils comme ça. Bon. Et à tour de rôle, il y avait le 10, c'était les lettres A, C, ensuite B, A, D, D, A, S, etc. Donc tous les Juifs de Tunis ont déposé leurs appareils et les récalcitrants étaient menacés d'être fusillés. Le deuxième question, le directeur de l'Alliance, c'était M. Tahar. Vitalis Danon était directeur de l'Alliance à Sfax à ce moment-là. À Tunis, c'était M. Tahar. Alors, la cruauté des Allemands. Bon, il y avait un groupe de SS et cela était très cruel. Mais ils n'étaient pas nombreux. Il y avait 150 SS à peu près sur la Tunisie. Et heureusement aussi, c'est Rauf qui était le plus dur, le salaud. Heureusement, il a été rapidement... L'armée allemande lui a demandé de s'occuper de constituer un commando d'Arabes, de musulmans, pour aller sur le front se battre à leur côté. Donc il s'est occupé moins des Juifs, il a laissé 2 autres personnes s'occuper des Juifs, et lui s'est occupé de former ce commando qui a sévi assez longtemps, puisque même après la libération de Tunis, ces gens avaient été munis de postes émetteurs et renseignaient l'armée allemande sur les mouvements des troupes françaises et alliées. Là, alors, dans les camps, il y a eu les deux. Effectivement, la majorité était des militaires qui avaient été, comme vous le dites, des gens de la 2e réserve, les plus jeunes étant sur le front de l'Est, donc qui n'étaient pas totalement nazifiés. Donc, mon père était dans un camp et il me disait que sa chance avait été que les sous-officiers qui étaient là, étaient des gens qui avaient une trentaine d'années, qui n'avaient pas grandi sous le nazisme, qui avait une certaine mentalité. Bon, vous avez aussi ici le témoignage de M. Zetoun, qui avait donné un témoignage ici, qui a fait 2 camps. Alors, il dit dans le premier camp, c'était des types très durs, et dans le deuxième camp, c'était des vieux sous-officiers, bon, qui étaient là comme ils auraient été ailleurs, ils gardaient des Juifs comme ils auraient été ailleurs. Donc, il y a eu les deux. Mais dans la majorité, il y avait des gens cruels. Alors, il y avait 2 camps qui étaient très, très durs, et le camp de Bizerte, qui était gardé par des SS. Alors là, c'était épouvantable. Le camp de Bizerte a été un camp excessivement affreux. C'est là où il y a eu le plus de morts, le plus de sévices, et où ça a été vraiment affreux. Et puis il y avait un camp à Sousse, c'est le cas unique, où ce n'était pas des Allemands qui gardaient, mais c'était des gens du SOL français, c'était des Alsaciens lorrains pour la plupart, qui étaient des déserteurs de l'armée française, donc qui en voulaient particulièrement aux Juifs. Oui, juste une petite question, s'il vous plaît, pour les déportations, parce que dans tout votre récit, vous n'avez pas parlé des déportations, au moment où les gens étaient pris en otage, etc. Et ces déportations, elles ont eu lieu quand par rapport aux événements que vous avez relatés? Je croyais avoir été précis. Bon. Alors, il faut distinguer les otages et les déportés. Les otages, ils ont été enfermés à la prison militaire, ils n'ont pas été déportés, ils ont tous été sauvés en quelque sorte. Alors les déportations, je l'ai dit, il me semblait l'avoir dit, ont commencé le 20 avril 1943. Commencé en avril 1943, juste
de quelque temps avant. Ils ont été arrêtés, mais les premiers avions de déportation sont partis en avril 1943. Non, puisque la libération de Tunis est le 8 mai. Mais c'était prêt. D'autres questions Oui, bonjour. Excusez-moi, les déportations, les réquisitions, pardon, avaient également eu lieu dans d'autres villes que Tunis. Oui. Parce que mes parents étaient originaires de Kérouan et c'est pareil, on leur a pris la radio, on leur a pris tout ce qu'il y Oui, avait. oui, bien sûr. Les réquisitions mobilières ont eu lieu partout. Ah, d'accord. Dans toutes les villes où les Allemands ont pris pied. Merci. Et il y a eu des travailleurs, il y a eu des camps de travail qui ont été institués à Sousse, à Sfax, Oui, c'est ça. Mon père a été à Nabeul. Les Juifs de Kérouan ont été... Mon père a fait le STO et mon frère qui avait 7 ans, mon frère aîné, portait l'étoile. Oui, les Juifs du Sud ont eu à porter l'étoile jaune. Oui, bonjour. Les 2 sportifs de Tunisie qui ont été déportés à Auschwitz, ils sont partis de Tunisie ou de France? Je pense aux champions olympiques de natation et aux champions de boxe. Quel champion de natation? Nakache. Alors Nakache est algérien. Alfred Nakache n'était pas de Tunisie, il était d'Algérie. Ah, je confonds alors. Le champion de boxe, c'est Young Perez. Young Perez. Alors Young Perez était en France. Young Perez était originaire de Tunisie. Contrairement à ce que beaucoup croient et disent et écrivent même, Young Perez a été arrêté en France. Il n'a pas été arrêté en Tunisie. Vous savez que Young Perez avait vécu avec Mireille Balin et que c'est probablement Mireille Balin qui l'a dénoncé, qui a dénoncé le refuge où il se trouvait. Oui, ma question ne concerne pas directement la rafle. Je veux savoir quelle était l'attitude de la population musulmane locale pendant tous ces événements. Très bonne question. Alors, il y a eu le meilleur et le pire. Le meilleur, ça a été l'attitude des dirigeants, quels qu'ils soient, a été exemplaire. Je pense par exemple à quelqu'un comme Ahmed Schnick, qui était Premier ministre du B. Dès qu'il apprenait quelque chose, qu'une rafle était en préparation, qu'il apprenait quelque chose des intentions des Allemands, il envoyait un de ses collaborateurs qui s'appelait Barry Giga, qui était un avocat, qui avait son cabinet rue de Grèce, où se trouvait le cabinet d'un autre avocat qui s'appelait André Nataf, qui était un neveu de Moïse Borgel. Donc Barry Giga, comme ça, pouvait facilement aller dans le local mitoyen du sien. André Nataf allait à la communauté, prévenait qu'il y avait un émissaire qui était arrivé. Donc Moïse Borgel ou Elie Nataf allaient chez André Nataf, qui était de la famille, donc c'était la même chose. Et ils avaient le rapport de ce que Schnick avait transmis. Et à différentes reprises, Schnick a proposé à Moïse Borgel de le cacher, en lui disant « Vous aurez un refuge sûr, personne ne vous trouvera dans la ville arabe ». Moïse Borgel a toujours refusé, il a estimé qu'un chef militaire devait partir, c'était le devoir d'un chef militaire de partir et de préparer la bataille pour revenir, mais que ce n'était pas le devoir d'un chef de la communauté qui devait être au milieu de ses ouailles. Donc l'attitude des dirigeants de la grande bourgeoisie a été exemplaire de ce côté-là. L'attitude du petit peuple a été plutôt négative. Tous les travailleurs, tous ceux qui sont partis dans les camps de travail racontent que très souvent, lorsqu'ils partaient, les yaoulèdes, les petits gamins se moquaient, étaient très contents de voir les juifs avec la pelle et la pioche, ou très contents de voir que les gardes allemands donnaient des coups aux juifs, etc. Donc il y a eu les deux. Et puis il y a eu une masse qui a été indifférente, comme la population française. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, vous exprimiez en début de conférence que la difficulté des Juifs tunisiens de parler de cet état de fait qui a été cette déportation, dans la mesure où ça semblait être extrêmement minime par rapport à la réalité d'Europe centrale. Mais est-ce qu'il y a eu des listes exhaustives des gens qui ont été raflés? Parce qu'effectivement, on est souvent dans l'absence d'informations et savoir si ces listes ont eu lieu et ont existé. Alors, la liste des otages, la liste des 100, les 100 premiers otages, a été publiée après la guerre dans un journal local et je les ai republiés. La liste des gens qui ont été dans les camps
existait à la communauté, elle existait dans les archives de la communauté. Je suis persuadé que cette liste existait encore, puisque lorsque des gens s'adressaient à la communauté, je parle des années 80, 90 à peu près, lorsque des gens s'adressaient à la communauté pour avoir une attestation, on leur envoyait une attestation, monsieur Untel a été travailleur, et on ajoutait tel camp, tel numéro matricule, etc. Donc c'était des choses qui n'étaient pas inventées, on avait dû les prendre quelque part. Lorsque la Société d'Histoire a été créée, en 1997, nous avons fait un voyage en Tunisie. D'ailleurs, monsieur Roger Bellassène était là. Il y avait une caméra, je me souviens. Et nous avons demandé à M. Chiche s'il avait les listes de travailleurs. M. Chiche était alors le président de la communauté. Et il nous a dit, oui, bien sûr, on délivre des attestations, on a une liste. Donc on lui a demandé si on pouvait consulter cette liste. Et à ce moment-là, il nous a dit, non, on n'a pas de liste. Alors, on lui a dit, mais comment vous délivrez des attestations? On délivre des attestations comme ça. Bon, ça a toujours été le mystère. Il n'a jamais voulu aller plus loin dans la déclaration. Après, M. Chiche, il y a des gens très responsables à la communauté, comme M. Bismuth, M. Bérébi, qui ont cherché les listes, ils ne les ont pas trouvées. Alors, ils ont trouvé des listes partielles, mais une liste complète, une liste totale, non. Il y avait un gros registre, alors que, d'après d'autres personnes m'ont raconté, il y avait qui avait vu un gros registre où il y avait les noms de tous ceux qui s'étaient présentés au recensement juif. Alors, des fois, de temps en temps, on retrouve quelque chose dans les archives de la communauté. Peut-être qu'on retrouvera un jour ce registre. Oui, question. C'est la liste, c'est le monument aux morts. C'est le monument aux morts, ce sont ceux des morts. La liste des morts, nous l'avons. Ceux qui sont morts dans les camps, on l'a. Mais la question qui était monsieur, ce que posait monsieur, ce n'était pas ceux qui sont morts dans les camps. Heureusement, ceux qui sont morts dans les camps, on l'a. Ceux qui ont été dans les camps un jour, ou 15 jours, ou un mois, ou 2 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, on ne l'a pas. Au jour d'aujourd'hui, on ne l'a pas. Il y a des listes partielles, mais des listes totales, il n'y en a pas. Excusez-moi. Encore deux questions. Voilà, allez-y, monsieur. Une dernière question, oui. Moi, mes grands-parents sont paternels sont de Gabès, donc on est un peu plus au sud. Et je veux savoir si vous aviez plus d'informations, parce que on m'a raconté, mes grands-parents m'ont raconté énormément d'histoires avec les Juifs allemands à ce moment-là. Et bon, alors, je ne sais pas si vous avez plus d'éléments à m'apporter sur ces Juifs de Gabès. Par exemple, ma grand-mère me racontait qu'un jour, donc, les Allemands sont venus pour réquisitionner mon grand-père et qu'elle s'était fait faire la veille par son médecin traitant, un certificat médical attestant qu'il avait la fièvre typhoïde. Et l'Allemand lui a demandé, écoutez, si votre mari ne peut pas venir, alors il me faut quelqu'un d'autre. Et c'est le frère de mon grand-père qui est allé. Et puis j'ai plein d'histoires comme ça sur Gabès. C'est vrai. La réquisition de Juifs pour des travaux a été générale sur le territoire tunisien. À Gabès, ça a été moins qu'à Tunis et à Sousse, et ça a été pour des travaux occasionnels. On n'a pas pris d'otages. En revanche, à Gabès, ils sont allés dans toutes les banques, ils ont fait le tour de toutes les banques, et ils ont ordonné au directeur de banque de donner tous les avoirs, tous les dépôts qui avaient été faits par les Juifs. Et même le directeur de la compagnie algérienne, la banque qui s'appelait la compagnie algérienne, s'était opposé, et il a même été arrêté, et il est resté en prison, il a été mis en prison par les Allemands jusqu'à la libération, parce qu'il avait refusé de donner ils ont tout pris, ils ont pris tout le coffre. Excusez-nous, monsieur, s'il vous plaît. Quel a été le rôle des Italiens par rapport aux autorités allemandes? Ah, là, il faudrait une véritable conférence, hein, parce que nous avons fait ici, nous avons organisé une journée complète, une après-midi complète sur les Juifs italiens pendant la guerre. Alors, je vais essayer de très bref, mais malgré tout, c'est difficile sur un sujet comme ça. Les Italiens, n'oubliez pas, avaient appliqué en Italie un statut des Juifs dès 1938. Qui n'avait rien à envier en douceur au statut français. Hein. Donc il y avait eu une politique antisémite en Italie. Les Juifs italiens de Tunisie possédaient énormément de biens. Les Italiens, le gouvernement fasciste, espéraient, à la suite de la défaite de la France, obtenir de remplacer le protectorat français en Tunisie par un protectorat italien.
Et pour justifier cette prétention, il mettait en avant l'importance de la population, l'importance numérique de la population italienne et l'importance foncière de la population italienne. Or, la majorité des propriétés, 70% de la propriété italienne en Tunisie, appartenait à des juifs italiens. Donc ils ont eu une grande crainte, c'était que le gouvernement français, en appliquant son statut métropolitain, dépossède les juifs italiens, et par conséquent que ça déposséderait l'Italie. Donc dans un premier temps, les Italiens ont demandé à Vichy de ne pas appliquer le statut des juifs en Italie, en Tunisie. Vichy a dit, non, pas de raison, nous on veut affirmer que la Tunisie c'est la France, donc on applique le statut des juifs, comme en France. Les Italiens ont demandé aux Allemands d'intervenir, les Allemands ont dit on laisse Vichy et Rome se débrouiller, on n'intervient pas. Donc le statut des juifs a été appliqué aux Italiens, aux juifs italiens, malgré quelques dérogations que les Italiens ont pu obtenir, notamment pour des avocats juifs italiens. En ce qui concerne le travail forcé, les camps de travail, les juifs italiens ont été exemptés des camps de travail à la demande du consul d'Italie. Au bout de 4 ou 5 mois, 4 mois, comme les jeunes juifs italiens, qui avaient été tous des bourgeois, majoritairement des bourgeois, se promenaient en ville et tout, il y avait dans le sein de la population juive un sentiment très violent. Qu'est-ce que c'est que ces bourgeois? Nous, nos enfants vont dans les camps de travail et eux, ils sont là à Tunis, etc. Donc il y a eu un malaise. Et les Allemands aussi, ça les excitait quand même que des Juifs échappent. Donc ils ont obtenu que les Juifs, que le consulat d'Italie s'occupe lui-même de recruter au sein des Juifs italiens des Juifs qui iraient dans les camps. On les a recrutés, mais ils ne sont pas allés dans un camp. On leur a fait repeindre les bâtiments du consulat d'Italie. Bon. Donc ils ont fait du travail pendant un mois. Ils en ont gardé un bon souvenir. Ils n'ont pas été traumatisés par ça. Voilà. Dernière question, monsieur. Oui, je voulais dire justement à ce propos que les Juifs italiens étaient tous assimilés et presque naturalisés français. C'était seulement la génération d'avant qui était restée italienne. Non. Mais non. Les Juifs, ces enfants-là, se sont tous assimilés à la France. Alors, les Juifs italiens n'étaient pas tous naturalisés français. C'est vrai qu'à partir de 1938, il y a eu d'énormes naturalisations. Il y en a eu à peu près 700. Mais il y avait encore, en 1940, 3000 Juifs italiens. Vous avez raison, majoritairement, ils se sont assimilés à la France très rapidement. Madame ? Mon père était juif italien. Et mon père était juif italien, il a été interné au camp d'El-Aouina. Par contre, il a échappé à la déportation vers Auschwitz en raison effectivement de certains accords entre les Italiens et je ne sais pas si c'était les Français ou Hitler. Enfin, voilà, ça m'a un petit peu échappé. Non, il s'appelait comment votre père ? Il s'appelait Gino Usan, le docteur Georges Usan. Alors, ça c'est autre chose. Le camp d'El-Aouina dont il fait allusion n'était pas le camp des Allemands. Ce n'était pas le camp dans lequel les Allemands ont enfermé les Juifs parce que Juifs. C'était un camp dans lequel les autorités françaises ont enfermé les Italiens parce qu'Italiens en 1940. Puis en 1943, les Italiens qui avaient un grade dans l'armée italienne, juifs ou pas juifs, ont été internés par les autorités françaises. Alors Gino Usan, effectivement, je connais son nom, mon père, il a été dans un camp, mais ce n'était pas un camp allemand, c'était un camp français. Oui, mais c'était un camp de travail quand même où ils étaient considérablement maltraités. Ok, d'accord, merci de cette précision. Ultime question, si vous voulez juste attendre le micro. Une seconde. Un mot sur les réseaux de résistance de juifs tunisiens et français. Alors, écoutez, ce n'était pas le sujet. Mais je vais essayer, là encore, de vous répondre. Je pense que vous parlez des réseaux de résistance. Non. Il n'y a pas eu en Tunisie, contrairement à la France, de résistance juive. Il y a eu des résistants juifs, il n'y a pas eu de résistance juive. Il y a eu une résistance communiste, il y a eu une résistance d'abord, si on prend chronologiquement. Il y a eu des réseaux de résistance qui se sont constitués dès 1940. Il y a eu un réseau de résistance gaulliste
qui s'est constitué. Il y a eu un réseau anglais avec des gens de Tunisie qui s'est constitué. Il y a eu un réseau polonais. Et il y a eu un deuxième réseau gaulliste qui s'est constitué en 1942. Et il y a eu le réseau communiste qui s'est constitué en 1941. 2 réseaux communistes, un sur Tunis, un sur Féryville. Alors, en ce qui concerne les réseaux, le réseau gaulliste, le réseau anglais et le réseau communiste ont compté de très nombreux juifs. Alors, dans le réseau gaulliste, il y avait Rossi, l'avocat Rossi. Il y avait l'un des premiers qui a été Victor Attias, un avocat également, dont le père avait le magasin qui existe toujours, la Régence, sous les arcades. C'était un réseau qui y avait Sylvain Lombroso, qui était un avocat. C'était un réseau majoritairement composé de juifs. Dans la résistance communiste, il y avait également beaucoup de juifs, dont Paul Sebag, qui a participé très tôt à la résistance communiste. Alors la résistance communiste était une résistance politique. Ne faisait pas de sabotage, sauf le réseau de Féryville qui faisait des actions de sabotage et des actions de transmission de renseignements à Londres via Toulon. Mais les Juifs ont participé à la résistance. Alors, Maurice Isard, c'était la résistance communiste. Si vous me parlez d'une résistance juive, je dirais peut-être, oui, il y a eu une résistance juive dans les camps. Parce que des Juifs, d'eux-mêmes, internés dans les camps, lorsqu'ils ont pu, ont fait du sabotage. Jacques Krief a raconté comment des Juifs dans les camps, au péril de leur vie, faisaient semblant que c'était trop lourd, ils avaient une charge trop lourde, en déchargeant des bateaux, on leur faisait décharger des bateaux, c'était une charge trop lourde, ils envoyaient dans le fond des postes de radio ou des caisses de munitions, qui après étaient totalement inutilisables. Quelquefois, ils se faisaient prendre. Il y en a qui se sont fait prendre, Karoubi, Maurice Taïeb, qui ont été déportés à cause de ça. Merci, nous sommes obligés de nous arrêter ici. Merci à tous.